Bonjour. Le monde d'aujourd'hui, il peut paraître complètement chaotique, n'est-ce pas? Et si en fait, il existait une carte pour naviguer dans ce chaos, pour voir les forces invisibles qui, au fond, nous gouvernent? C'est exactement cette carte qu'on va essayer de dessiner ensemble. Cette impression d'être submergé par la dette, par la vitesse, par ce flux constant de données, eh bien, ce n'est pas juste une impression. Ce n'est pas un hasard. Cette pression qu'on peut ressentir tous les jours, ce n'est pas un problème personnel. C'est vraiment le symptôme d'un système. Un système qui est bien réel. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on peut le comprendre. Alors, voilà notre itinéraire. On va commencer par l'architecture de la dette, puis la logique de l'accélération et la machine de surveillance. Ensuite, on verra comment tout ça s'emboîte pour former une écologie de la domination, et enfin, on abordera les chemins de la résistance. Allez, on plonge directement dans le vif du sujet. Le premier grand pilier du pouvoir moderne, la dette. Mais attention, mettons de côté l'image des simples transactions financières. La dette, en réalité, c'est bien plus que ça. C'est un véritable mécanisme de contrôle. Et pour vraiment la comprendre, on va croiser les regards de 4 penseurs. Voyez-les comme 4 clés différentes. Chacune ouvre une serrure, mais c'est seulement en les utilisant toutes qu'on peut vraiment ouvrir la porte. Et ce qu'il y a derrière est assez surprenant. Le premier, c'est David Graeber. Pour lui, il faut tout renverser. La dette, avant d'être économique, elle est morale. C'est une sorte d'obligation infinie qui ne peut jamais vraiment être remboursée. Et ça crée une hiérarchie très puissante. D'un côté, il y a ceux qui sont en position de se sentir coupables, et de l'autre, ceux qui ont le droit de juger. Ensuite, Michael Hudson, lui, il ajoute la pièce politique au puzzle. Il nous dit « la dette publique, ce n'est jamais neutre ». C'est en fait un outil pour transférer la souveraineté. Concrètement, les décisions importantes ne se prennent plus dans les parlements, elles glissent vers les conseils d'administration des créanciers. C'est en quelque sorte la démocratie qui se vide de sa substance. Avec Emmanuel Todd, ça devient encore plus personnel, plus intime. Il parle de dette existentielle. C'est quoi? C'est cette espèce de culpabilité permanente qu'on nous pousse à ressentir pour notre empreinte carbone, pour notre temps d'écran, pour tout, en fait. Et cette dette intérieure, elle a un effet très concret. Elle nous paralyse. Elle nous empêche de nous organiser collectivement. Et enfin, Giorgio Agamben fait le lien avec le droit. Pour lui, la dette installe un climat d'urgence perpétuel. Et dans l'urgence, que se passe-t-il? Crise sanitaire, crise climatique, crise sécuritaire. Chaque crise devient un prétexte pour suspendre les lois normales, pour gouverner par l'exception. Et petit à petit, l'état de droit s'effrite. Alors, quand on met tout ça bout à bout, le tableau d'ensemble devient limpide. La dette, ce n'est pas juste un truc, c'est un système complet. Une véritable écologie de la domination qui fonctionne à toutes les échelles, au niveau de l'individu, de l'État, du monde entier et même du droit. Pour le dire autrement, la dette n'est pas qu'un sujet économique, c'est carrément la grammaire cachée, la structure de base du pouvoir aujourd'hui. Ok, donc on a ce système de dette, mais il a besoin de carburant. Et ce carburant, c'est un autre moteur tout aussi puissant, le rythme infernal de la vie moderne. C'est notre deuxième pilier, la logique de l'accélération. Et là aussi, plusieurs penseurs nous donnent des outils pour décortiquer cette course folle qui nous pousse sans cesse à aller plus vite. Prenons Hartmut Rosa. Pour lui, cette accélération permanente mène à ce qu'il appelle une perte de résonance. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est comme si le monde devenait muet autour de nous. On n'arrive plus à tisser des liens profonds, que ce soit avec les lieux, les autres, ou même avec soi-même. C'est une forme d'aliénation, mais une aliénation par la vitesse. Jacques Ellul, lui, parlait de l'autonomie de la technique. L'idée, c'est que le progrès technique n'est plus un simple outil à notre service. Non, il est devenu un système qui a sa propre logique, qui avance tout seul. Et cette logique, comme le montrent d'autres penseurs comme Bruno Latour ou Timothée Paric, elle nous enferme. Elle nous coince dans un modèle où chaque problème créé par la technique ne peut être résolu que par encore plus de technique. C'est un cercle sans fin. Du coup, face à cette logique implacable, la conclusion est assez radicale. Dans un monde qui ne sait plus freiner, le simple fait de ralentir, ce n'est plus juste un choix de vie personnelle. Ça devient un acte de résistance, un acte politique. Bon, récapitulons. On a un système de dette qui nous culpabilise et une logique d'accélération qui nous épuise. Le troisième pilier vient verrouiller tout ça, c'est la machine de surveillance. Ces systèmes qui, en permanence, nous observent, prédisent nos actions et, subtilement, les orientent. Pour comprendre ça, 3 noms sont absolument incontournables. D'abord, Shoshana Zuboff et son concept de capitalisme de surveillance. L'idée est simple mais terrifiante. Le but n'est plus de nous vendre des produits.
Le but, c'est d'utiliser nos données personnelles pour prédire ce qu'on va faire et surtout pour influencer ce qu'on va faire. La matière première, ce n'est plus le pétrole ou l'acier. La matière première, c'est l'expérience humaine elle-même. Antoinette Rouvroy, elle, appelle ça la gouvernementalité algorithmique. C'est l'idée que le pouvoir n'a plus besoin de passer par la loi, par le débat. Non, il s'infiltre directement dans notre environnement numérique et il nous guide en silence, sans même qu'on s'en rende compte. C'est un peu la version 2.0 du panoptique de Foucault si on veut, un contrôle total, mais qui n'a même plus besoin de murs. Un pouvoir qui n'interdit plus, il anticipe. Ok, c'est maintenant qu'on assemble toutes les pièces du puzzle. On va connecter ces 3 piliers, la dette, l'accélération et la surveillance. Et là, on va voir la carte complète du pouvoir se dessiner sous nos yeux. Et voilà comment le système s'emboîte parfaitement. Premièrement, le contrôle économique. La dette nous maintient la tête sous l'eau, concentrée sur le remboursement. Deuxièmement, la pression temporelle. L'accélération nous vole le temps de réfléchir, de s'organiser. Et troisièmement, la capture cognitive. La surveillance vient modeler nos désirs avant même qu'on les formule. Ce ne sont pas des forces séparées. Elles forment un réseau, un système où chaque élément renforce les autres. C'est ça, la thèse centrale. Une écologie de la domination. Un réseau interconnecté qui façonne en profondeur notre réalité. Alors, la question qui vient tout de suite, c'est, d'accord, on a la carte du système de domination, mais est-ce qu'on peut aussi dessiner l'autre côté de la carte, les chemins de la résistance? Eh bien, il semblerait que oui. Pour chaque logique de domination, il existe une contre-logique de résistance. Face à la dette sans fin, on peut opposer l'idée du pardon, de l'amnistie. Face à l'accélération constante, on peut opposer la lenteur, la délibération. Et face à la surveillance généralisée, on peut opposer la reconquête de sa souveraineté et même la désobéissance. Et c'est sur cette question qu'on va se quitter. Le fait de voir la carte, de comprendre comment le système fonctionne. Est-ce que ce n'est pas déjà le premier pas, le pas le plus important, pour commencer à la redessiner? C'est la réflexion que cette analyse nous laisse à méditer.